Bienvenue à Toussus Noble, on est aujourd'hui sur l'aérodrome à proximité des locaux de Turbotech, la pépite française start-up qui fabrique la turbine dont tout le monde parle. Alors aujourd'hui on profite de la visite de la DGAC et de la FFA qui sont venus rencontrer les dirigeants de l'entreprise mais aussi les salariés pour voir comment l'entreprise est dimensionnée. Pendant cette visite on va aller à la rencontre des directeurs de Turbotech. On va aussi rencontrer Jean-Marie Urlacher qui est journaliste, photographe mais aussi pilote de test pour cette turbine avec une équipe qui se trouve à Gap. Avec Jean-Marie, on va essayer de démarrer la turbine déjà, et puis il va nous donner son retour d'expérience sur les 300 heures qu'il a vécues jusqu'à présent avec cette turbine. Et l'origine, c'est vraiment la passion. Quand j'avais 14 ans, c'est là où je me suis dit, un jour dans ma vie, plus tard, je ferai de la technique, c'est sûr, mais je ferai une société qui fait des moteurs d'avion. Moi, j'étais passionné alors d'aviation, de technique, je faisais des petits réacteurs pour les modèles réduits. Et puis à un moment, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas réconcilier un peu mes deux passions de la technique, des turbines, parce que j'étais fasciné par les turbines. Quand j'ai eu 24 ans, dans le fond de mon hangar, là où j'avais mon petit avion à Saint-Cyr, j'ai commencé à développer une turbine à cycle régénératif. Puis ça a été une rencontre avec, donc comme je disais, Jean-Michel. Alors on ne se parlait pas que à la machine à café, Jean-Michel était mon client interne sur les résolutions des problèmes techniques sur les gros réacteurs. De fil en aiguille, le moteur a bien marché, on a fait un proof of concept que vous verrez tout à l'heure au musée Turbotech. Et puis après, à un moment, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on en fait de ce moteur qu'on a fabriqué ensemble le soir et le week-end, je dirais même avec l'aide de nos familles, avec nos propres deniers, donc vraiment à côté de notre travail chez Safran. Et c'est là où on s'est dit, allez, on va peut-être essayer de lancer une société apte à développer le produit, à le mettre sur le marché. On s'est mis en tête de faire une levée de fonds pour aller chercher de l'argent, parce que pour développer un moteur, il faut de l'argent, et puis pas qu'un petit peu, c'est assez capitalistique comme type de projet. Et donc en 2018, on a réussi à rallier à notre cause, je dirais, entre guillemets, donc à faire cette levée de fonds avec le groupe Safran et un fonds qui s'appelle Go Capital, et aussi des subventions de la région Île-de-France et de la DGAC. Donc en 2018, on a réussi à lever 3,2 millions, plus ensuite des subventions qu'on a décrochées, et on s'est installé dans ces locaux de Toussus-le-Noble, et tout a démarré puisqu'on avait un proof of concept, c'est-à-dire un moteur qui ne ressemble pas du tout au moteur actuel, mais ensuite il a fallu l'industrialiser, le développer, le rendre fiable et intégrable dans une turbine. Il y a eu d'autres tentatives dans l'histoire d'intégrer des turbines sur des avions légers, mais qui n'ont pas été soit concluantes, soit poursuivies, en tout cas. Tout à fait, absolument. Pourquoi à cet instant T, est-ce que ça fonctionne quoi? Voilà. C'est le petit secret, c'est la Turbotech Touch, on va dire. C'est tout simplement d'avoir introduit un changement fondamental dans le fonctionnement de la turbine. Toutes les turbines au monde dans l'aéronautique utilisent, alors on va faire un tout petit peu de technique quelques minutes, ça utilise le cycle simple de Brayton. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez comprimer vos gaz ici dans un compresseur centrifuge, ou pas d'ailleurs, dans un compresseur. Sur les gros réacteurs, ça va être des dizaines d'étages de compresseurs axiaux qui vont permettre d'obtenir un taux de compression, donc la façon dont on comprime le gaz, très très élevé. Bon, nous on est sur une petite turbine, donc c'est un petit compresseur. Ensuite, cet air comprimé, vous l'envoyez dans une chambre de combustion. Donc, il faut imaginer une forme torique ici, où vous envoyez cet air comprimé qui sort du compresseur dans cette chambre de combustion. Vous allez mélanger du carburant. Vous allez générer un travail potentiel sous forme de gaz comprimé et échauffé à, on va dire, 1 millier de degrés pour nous, mais bien au-delà sur des gros réacteurs. Et ensuite, vous allez récupérer ce travail dans un rouet de turbine, ce qu'on appelle. Ce rouet de turbine va lui-même entraîner le compresseur qui va entraîner ce qu'il doit entraîner. Une soufflante de réacteur sur un gros moteur, un J90 ou un CFM, un rotor d'hélicoptère sur un turbomoteur. Mais bref, tous les moteurs en aéronautique qui ont été mis sur le marché depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui utilisent ce principe du cycle de Brayton. Compression, combustion, détente dans un rouet de turbine, et ensuite on éjecte des gaz chauds dans la nature, on va dire, avec encore pas mal d'énergie dans ces gaz chauds. Ce qui fait le rendement d'une turbine, c'est deux composantes majeures. Ça va être la force avec laquelle vous comprimez l'air. Plus vous comprimez fort, plus le moteur va avoir un bon rendement, bizarrement. Moindre va être sa consommation au cheval produit. Et puis sa température à l'entrée de la turbine, c'est la deuxième composante. Plus elle est élevée, pareil, c'est un peu contre-intuitif, plus elle est élevée, moins votre moteur consomme de carburant au cheval produit. Moralité, un gros réacteur, on va dire le TP400 de l'A400M, c'est un moteur qui est très gros, il fait 14 000 chevaux, il a un très bon rendement. Pour chacun de ces 14 000 chevaux produits,
il va en fin de compte consommer assez peu de carburant. Ce qui est possible sur un moteur de 14 000, 15 000, voire 100 000 chevaux pour un J90, pour les très gros réacteurs, quand vous regardez le dernier étage de compresseur, il est haut comme ça, sur ces très gros moteurs. Et la turbine, les aubes, elles sont hautes comme ça, sur un disque de 1,20 m ou 1,40 m, mais elles sont parcourues de plein de canaux de refroidissement. Ça, c'est impossible à faire sur une petite turbine. La mise à l'échelle pour passer de 15, 20, 30 000 chevaux à 100 chevaux, on aurait des aubages qui seraient tout petits. On ne sait pas, nous, aller refroidir notre turbine. Moralité, si on veut faire une turbine de 100 chevaux basée sur le même cycle de Brayton simple, elle aura tous les avantages d'une turbine. Elle sera très légère, elle pesera 25 kg, elle aura très peu de maintenance, elle aura une fiabilité qui sera extrêmement importante, bien plus importante qu'un moteur à piston, mais elle va se mettre à consommer beaucoup de carburant. Parce que sur une petite turbine, on ne sait pas mettre en œuvre les technologies des gros réacteurs qui permettent d'avoir un bon rendement. Est-ce qu'on est condamné à ne jamais avoir de petites turbines dans l'aviation? Non, on est allé explorer ce qui est connu depuis toujours et qu'on n'a pas inventé, qui s'appelle le cycle de Brayton régénératif et plus simple. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est récupérer la chaleur de gaz d'échappement avec ce qu'on appelle un échangeur. Donc cette fameuse chaleur qui sort de la turbine et qui est éjectée à l'air libre, sur notre turbine c'est environ 700 degrés, on va aller récupérer cette chaleur et l'air qui sort du compresseur, ici, on ne l'envoie pas directement dans notre chambre de combustion. On va aller l'envoyer dans l'échangeur thermique, il va récupérer la chaleur des gaz d'échappement qui normalement est perdue pour la envoyer dans la chambre de combustion. Et dans une turbine, on va parler d'un delta de température, un delta T. Ça se comprend facilement, tout du moins je vais essayer de vous le faire comprendre facilement. En sortie de compresseur, ici on va être à peu près à 200 degrés, puisque le compresseur réchauffe un tout petit peu l'air. Sur une turbine normale, avec le fameux cycle simple de Brayton, vous êtes à 200 degrés. En entrée de turbine, vous voulez avoir 1000 degrés. Donc vous allez être obligé d'envoyer assez de carburant dans la chambre de combustion pour faire un delta T de 200 à 1000 degrés. OK, ça vous fait une quantité X de carburant. Imaginez avec ce fameux dispositif, l'échangeur thermique, on a une petite turbine qui sera toujours légère, compacte, très fiable, mais qui aura un niveau de consommation équivalent à un moteur à essence moderne. Donc, si ce pari est réussi, si c'est gagné, on tient la clé pour faire une petite turbine pour avion léger, qui peut aller de 100 à 200, 300, 400 chevaux. La première technologie sur laquelle on a travaillé avec Jean-Michel quand on a fondé la société, c'est le développement d'un échangeur thermique compact, léger. C'est ce fameux échangeur qui va recevoir la chaleur des gaz d'échappement ici, dans cette tuyère. Donc la turbine vient cracher de l'air à 700 degrés dans cette tuyère. L'air chaud passe autour de milliers de tubes, donc ce sont plein de petits tubes comme celui-ci, c'est de l'Inconel, donc c'est des matériaux qui tiennent à la température. Et voilà, et ces 4400 tubes disposés en corolle autour de l'arrière du moteur vont récupérer la fameuse chaleur des gaz d'échappement pour aller préchauffer l'air qui sort du compresseur. Donc l'air sortant du compresseur rentre dans cette première banque de tubes, va les parcourir à l'intérieur des tubes. L'air chaud des gaz d'échappement passe autour des tubes. Il y a une convection naturelle qui va s'établir. Et ensuite, l'air qui est réchauffé ressort ici à 550 degrés. Grâce à cet échangeur, on peut faire des petites turbines qui ont un niveau de consommation très bas. Et l'une des grosses innovations de Turbotech, c'est de ne pas avoir développé un échangeur, une espèce de grosse brique ou une grosse verrue qu'on mettrait à côté de la turbine, on l'a intégré à la turbine. Il est enroulé derrière la turbine, c'est l'objet de notre brevet et c'est ce qu'on retrouve ici sur le turbopropulseur. Ici, on a la partie turbine avec ceci dedans, les rouets mobiles, la chambre de combustion, les injecteurs. Et dans ce carter, on a l'échangeur thermique qui est contenu et qui permet le gain de consommation. Le moteur tout seul, il va peser à peu près 73 kg et avec tous ces équipements complets, les pompes, parce qu'il y a pas mal de choses, des pompes, des vannes, on va être sur 85 kg. Ça fait 140 chevaux cette turbine. Si on se compare à un moteur type Lycoming Continental, un moteur de 140-150 chevaux, ça pèsera 140, 135, 140 kg un Lycoming. Un Rotax 915 qui est entre guillemets notre concurrent direct, on va être sur un bilan complet et global autour de 95-100 kg si on met vraiment tous ces équipements. Donc on va être toujours plus léger que le meilleur des moteurs à essence du marché, en offrant le même niveau de consommation, mais surtout on va être polycarburant, on va brûler du diesel, du jet A1, on a un niveau d'émissions sonores bien plus faible et surtout une durée de vie
et une fiabilité bien supérieure. Malgré l'échangeur, on est quand même plus léger que la concurrence. Polycarburant, pardon, Ouais. mais jusqu'à l'hydrogène enfin. Oui, tout à fait. Ouais, on y reviendra, je pense, un peu plus tard dans la visite. Mais typiquement, nos moteurs peuvent fonctionner avec n'importe quel type de carburant conventionnel ou ce qu'on appelle les Sustainable Air Fuel, les SAF, donc les carburants plus verts. Et effectivement, avec l'aide de la DGAC, on avait décroché un très beau partenariat avec Air Liquide, Safran, Elixir Aircraft et Daher sur la modification de ce turbopropulseur à la combustion de l'hydrogène. Et le concept, c'était d'utiliser de l'hydrogène cryogénique, donc sous forme liquide et très froide, ce qui permet d'avoir une densité énergétique très importante. L'hydrogène liquide, pour l'aéronautique, c'est vraiment la voie qui est examinée. Chez Turbotech, on va un peu loin dans la réflexion. Donc ça, c'est le turbopropulseur avec la turbine, l'échangeur et l'entraînement d'une boîte d'engrenage et ensuite une hélice ou un rotor d'hélicoptère. Mais on a poussé le vis encore un petit peu plus loin. On fait aussi ce qu'on appelle un turbogénérateur. Et ça, c'est tout aussi, mais encore plus révolutionnaire. De ce turbopropulseur à cycle régénératif, eh bien, on en a dérivé un turbogénérateur à cycle régénératif. On parle beaucoup de propulsion électrique. Le problème dans la propulsion électrique, et on le voit un peu avec ce qui se passe même dans le domaine des taxis volants, c'est l'autonomie des machines. La densité énergétique, les watts que peuvent emporter 1 kg de batterie ne sont pas suffisants. Et ce qui est possible, on va dire avec une voiture, ne l'est pas forcément en termes d'autonomie avec un avion. Pourquoi? Parce que le poids est tellement prégnant, est tellement important que on obtient des aéronefs qui volent pas très longtemps si on parle des eVTOL. Mais si on parle d'un pur avion, pareil, les autonomies, je prends l'exemple d'un avion d'aéroclub de 1 tonne, avec les meilleures batteries du marché, il paraît difficile de le faire voler à 220 km/h plus de quelques dizaines de minutes. Et c'est vrai qu'effectivement, la voie qu'a empruntée la FFA et qui est très bonne pour la formation à ab initio, ce sont plutôt des avions très fins qui nécessitent très peu d'énergie et qui vont pouvoir voler 1 heure. Mais en aéronautique, il y a ce qu'on appelle la loi de Breguet. En gros, c'est le carré de votre masse qui vous donne votre autonomie. Et on voit que plus l'avion est gros, plus il faut d'énergie. Pour vous donner un ordre de grandeur, on dit qu'un Airbus avec les meilleures technos de batterie actuelles, vous pourriez le taxier jusqu'à la piste et quand vous mettriez les gaz, il n'y aurait plus rien. Donc en fait, les technos de batterie qui permettront à des gros avions de voler, full électrique, on dit plutôt que c'est pour dans 50, 80 ans. Enfin voilà. Et plus l'avion est gros, plus le problème est gros. Voilà. Donc les batteries, c'est vraiment ce qui pêche. Moralité, nous, on a développé une centrale électrique volante. Donc oui, on va venir brûler de préférence des biocarburants, de l'hydrogène. C'est la même turbine que le turboprop, donc la même capacité polycarburant. Sauf qu'à l'avant, on n'a pas une boîte d'engrenage. On a développé sur le même arbre à 80 000 tours minute, et c'est ça qui est aussi révolutionnaire, un générateur électrique qui va convertir toute la puissance de la turbine en électricité. Et donc, cette turbine va produire, on va dire 90 kW, si on parle en kilowatts. Et puis, il y a toujours un rendement dans l'histoire, un taux de conversion en électrique. Et bien là, on va produire 85 kW de puissance électrique pour un ensemble qui pèse 85 kg. Donc on a une densité énergétique qui est une densité de puissance qui est très élevée. Ça, c'est possible parce que c'est une génératrice développée en interne qui est très très complexe. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de boîte d'engrenage. Le générateur électrique, c'est un mono-arbre et les aimants permanents de la génératrice tournent à 80 000 tours minute. Alors ça, c'est un cauchemar, Jean-Michel pourra aussi vous le confirmer, à concevoir. On est sur des arbres supercritiques, des vitesses périphériques qui sont très très importantes. Donc c'est un enroulement filamentaire de carbone Kevlar sur les aimants du rotor. Pareil, c'est 10 ans quasiment de développement, mais pour en venir à un package d'une centrale électrique qui consomme très peu de carburant et qui est capable de remplacer, si on fait le compte, ça qui pèse 85 kg, vous lui ajoutez 50 kg de carburant, ça vous fait un package qui pèse 115-120 kg. Ce poids de 115-120 kg remplace 1,2 tonne des meilleures batteries du marché. Donc ça vous permet d'imaginer ce qu'on peut faire avec ce turbogénérateur. Vous pouvez faire voler un avion à propulsion électrique plusieurs heures, y compris aussi un VTOL ou tout engin qui nécessite une propulsion, une sustentation électrique. Donc voilà, c'est le deuxième produit, il est très novateur. On va dire que le turbopropulseur, c'est pour motoriser tout ce qui existe déjà, avion, hélicoptère, en neuf ou en rétrofit. Et le turbogénérateur, c'est pour tous les futurs aéronefs à propulsion électrique
Et c'est ce qu'on appelle aussi un range extender en automobile. C'est ce qui permettra de décupler leur autonomie de vol. Voilà nos deux produits. Et bien évidemment, c'est basé sur cette turbine de 140 chevaux. Et on va faire une turbine plus puissante puisqu'on prépare une 250 chevaux. Turbotech, comme on le disait, ça fait partie des sociétés qui savent concevoir et développer un moteur from scratch, comme on dit, depuis une feuille blanche. Donc on a un bureau d'études. Ici, on a des ingénieurs qui vont concevoir, calculer les pièces. Voilà, donc c'est un espace de bureau. On peut se tourner vers Guillaume et Corentin. Ici, on a le modèle du moteur qui tourne, mais on va aussi faire des calculs mécaniques, des calculs de CFD, donc d'aérodynamique. On va jouer sur les raideurs, sur les souplesses de chaque partie, la taille de chaque élément, les diamètres, les sections, tout ça, les paramètres du matériau aussi. Puis ça nous permet d'avoir une idée sur la plage de fonctionnement du moteur, comment se comporte l'arbre principal. Donc je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu à l'entrée dans les maquettes, mais vous voyez bien l'architecture. Donc en fait là on a le petit pignon à l'avant qui vient entraîner la prise de puissance d'entrée dans la gearbox, et puis là on a le rouet de compresseur, le rouet de turbine. Tout ça c'est fixé d'une certaine manière sur l'arbre, et puis ça vient réagir différemment à une excitation fréquentielle. Ça c'est un exemple mécanique. Et puis après on fait tout ce qui est calcul aérodynamique, tout ce qui vient être du calcul de compresseur, donc avoir un champ compresseur, savoir combien un compresseur va comprimer d'air, à quel taux de compression. La turbine, c'est l'inverse, de combien elle va détendre le flux. Des calculs d'échangeurs pour voir combien de pertes on crée dans l'échangeur. Donc on va réaliser tout ça avec des codes de calcul qui sont les mêmes que ce qu'utilisent des grands groupes comme Safran. Au bureau d'études, on réalise toute cette partie modélisation, toute la partie aussi dessin géométrique, mise en plan aussi. Voilà, donc ça c'est les plans qu'on vient ensuite communiquer aux fournisseurs. Donc Guillaume Mallet, qui est notre directeur technique chez Turbotech et qui est le patient zéro. C'était notre premier embauché après un stage brillamment réalisé en école d'ingénieur. Les premiers embauchés, aujourd'hui, Turbotech, ça représente on est combien 20, on va être 22 là, 22 personnes, vous le verrez. Au bureau d'études, ça va être 8 ingénieurs à peu près, 7 ingénieurs, ça dépend il y a des arrivées. Ouais. Et Guillaume a besoin de bras, donc... Vous avez des besoins, oui. Ouais, tout à fait, on embauche des ingénieurs, tous les ingénieurs qui nous regardent, venez chez Turbotech. L'un des gros avantages, c'est qu'on va calculer une pièce le matin, et l'après-midi, on va aller au banc d'essai la tester. Donc on a parlé du bureau d'études avec tous les outils. C'est comme aujourd'hui les grands motoristes. Aujourd'hui, on a les mêmes codes de calcul, les mêmes pratiques à petite échelle. On tend vers la certification. Même si aujourd'hui, on va commencer sur le marché du non certifié, l'idée, c'est très rapidement avoir des moteurs certifiés. Donc pour être certifié, il faut s'organiser. Donc s'organiser, c'est certes avoir un bureau d'études, c'est aussi avoir une direction industrielle, pour à la fois avoir un réseau de fournisseurs, la supply chain, assembler nos moteurs, puisqu'aujourd'hui, nous, comme l'a dit Damien, on ne produit pas les pièces sur site, mais on a quand même toute l'activité d'assemblage. Tout ça, ça doit être géré par des processus, des gammes, également une direction commerciale qui va nous permettre de vendre. Donc c'est tout ce processus, et il ne faut pas aussi négliger tout l'aspect qualité, tout l'aspect, ce qu'on appelle navigabilité dans le jargon, qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir toute la structuration pour tendre vers une certification. Puisqu'une certification, ce n'est pas simplement démontrer qu'on a un produit qui est aux exigences de sécurité, mais c'est aussi montrer qu'on a un outil de production qui est au bon niveau de qualité pour qu'on puisse gérer tous les aspects de la certification. Donc voilà comment on s'organise. Aujourd'hui, on est à petite taille humaine, mais dans cette zone-là, on a à la fois donc, la direction technique, qu'on vient de présenter, la direction commerciale et la direction industrielle qui, encore une fois, se scinde entre les équipes qui vont faire la supply chain, s'occuper d'itérer avec une soixantaine de fournisseurs, qui sont d'ailleurs des fournisseurs les mêmes que ceux que peuvent avoir Airbus ou Safran. Donc on s'adresse exactement aux mêmes personnes pour avoir exactement le même niveau de qualité et avoir du coup un niveau au standard de la certification. Et après, comme on va le voir, donc du coup une partie production, où là, il va falloir assembler les moteurs, produire tous les moteurs. Je vous en prie. Ici, on va être dans une zone, notre zone de réception. C'est ce qu'on l'a dit, chez Turbotech. Du bureau d'études vont sortir des plans.
Et ces plans, on les envoie chez des sous-traitants. Comme Jean-Michel vous le disait, un réseau de 60 sous-traitants, des gens capables de fabriquer un compresseur en titane, une chambre de combustion en Astoloy X. Et il n'y a pas beaucoup de sociétés en France capables de le faire. Donc on va s'adresser à des grands noms, des sociétés beaucoup plus grandes que nous, qui vont nous accompagner. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir des grandes sociétés aéronautiques? C'est qu'ils ont on va dire, la capacité et la technologie pour fabriquer ces pièces, mais ils vont aussi pouvoir nous accompagner dans notre ramp-up industriel, parce que comme je vous le disais, nous on a des visées assez importantes, hein. On est quand même ambitieux dans notre développement, et il va falloir que nos sous-traitants soient capables de nous accompagner dans la production de nos pièces. Même si Turbotech n'a pas encore certifié ses moteurs, on s'est organisé comme une société certifiée. On a ce qu'on appelle un ERP, c'est-à-dire un logiciel dans lequel toute la traçabilité de nos pièces est consignée, les développements, les références, tout. Donc c'est vraiment un outil multifonction, mais c'est aussi la colonne vertébrale d'une future certification. Donc quand le bureau d'études envoie un plan et que la direction industrielle lance la production ce qu'on appelle un lot de pièces, ces pièces elles vont être réceptionnées ici, hein, par exemple. Donc là on voit qu'on a des cartons. Ce matin, pendant le début de l'interview, on a des pièces qui sont arrivées. Ces pièces elles vont être enregistrées, donc voilà, on a l'édition de code barre, dans notre fameux ERP, notre logiciel, avec leur numéro de série, leur provenance, le lot, à quelle heure elles sont arrivées. Et ensuite, tout ça, ça va aller dans le stock Turbotech. Et pareil, dans ce fameux logiciel, ce fameux ERP, chaque pièce, chaque référence, où est-ce qu'elle est stockée, quel étage, quel rayonnage. Et puis, c'est de la gestion de stock. Hein. Est-ce qu'il reste assez de cette pièce pour produire les futurs moteurs? Et quand un client va commander un moteur, ça va déclencher un ordre de fabrication et les monteurs vont pouvoir aller chercher toutes les pièces là-haut. Et donc, on va passer dans le monde de l'assemblage des turbines. Alors, en termes de supply chain dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez des soucis d'approvisionnement, peut-être en certaines matières Oui, on a post-Covid, il y avait eu comme tout le monde, hein, l'aéronautique avait subi un petit creux sur les matériaux. Donc nous, on utilise des matériaux gradés aéronautiques, des aluminiums aéronautiques, du titane, des super alliages type Inconel. Et oui, il y a les fluctuations du cours des matériaux. Et puis sur l'électronique, on est un moteur très moderne, on a des cartes électroniques. Et pareil, il y avait une pénurie d'électronique et on peut se heurter à des problèmes d'obsolescence de composants ou de rupture de chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que la direction industrielle, chez nous, les ingénieurs qui travaillent à cette direction industrielle, doivent travailler le coût, la qualité, mais aussi la robustesse du processus d'approvisionnement. Et donc, ils travaillent avec des fournisseurs, ils travaillent avec nos fournisseurs donc pour avoir un plan B, en gros, et se dire, oui, ce composant, s'il n'existe plus, quelle alternative on a? À plus petite échelle, on a les mêmes problématiques que les gros fabricants de moteurs ou d'avions. Alors on parlait de clients aussi tout à l'heure. Enfin, vous disiez que la turbogénératrice, le turbogénérateur, et puis le turbopropulseur avaient déjà trouvé des clients. Et est-ce qu'on peut citer quelques applications? Bien sûr, il n'y a aucun secret. Hein. Sur le turbopropulseur, on est vraiment avec JMB Aircraft, qui est notre client de lancement, donc qui fait des ULM très haut de gamme. Et donc, ça a été un peu les premiers à croire en nous avec Bristol. Bristol et à eux deux, ils vendent plusieurs centaines d'avions par an. C'est un milieu très dynamique et ça me fait rebondir un peu sur la stratégie 2 secondes. C'est qu'on a choisi de ne pas certifier tout de suite notre moteur parce qu'une certif, c'est très très lourd, très cher. Et on avait un marché de l'aviation légère qui peut être fluctuant. Alors que le marché de l'ULM haut de gamme, c'est beaucoup d'avions et peu de barrières à l'entrée pour certifier. Donc, on a fait un moteur très sérieusement, comme s'il était certifié, mais le choix stratégique, ça a été plutôt d'abord de s'adresser au marché de l'ULM, plutôt haut de gamme, non certifié. Et donc, du coup, JMB Aircraft, Bristol, mais Tarragone aussi en Lettonie, des hélicoptères comme Alexis Hélicoptère à Bourg-en-Bresse. C'est depuis 2-3 ans, et même un peu plus, JMB, ça fait quasiment 4, voire même 5 ans qu'on travaille avec eux pour aboutir au produit final qu'on va voir tout à l'heure. Tous ces clients nous ont fait confiance dès le début. On est allé les voir, on va dire voilà, on a ce projet, regardez, on a un prototype, il a bien tourné. Ils ont fait le pari, ils sont rentrés chez nous et ce qu'on voit, c'est que toutes les autres sociétés un peu suiveuses elles commencent aussi à prendre le pas de la turbine. Enfin, on a aussi signé aux États-Unis avec une très grosse société dont je ne peux pas donner le nom, mais voilà, il va y avoir une très belle communication bientôt avec un très grand fabricant d'avions expérimental américain. Et sur le turbogénérateur, on a une pluralité absolument, je dirais, presque hallucinante de clients. On fait ce qu'on appelle des eVTOL, donc des engins à décollage vertical, mais qui peuvent être
habités ou non, donc des drones. On fait des dirigeables avec LTA, Lighters aux États-Unis. On fournit un turbogénérateur à Aura Aero. Ascendance, je dirais, le cœur de leur architecture hybride, c'est un turbogénérateur Turbotech, fabricant d'IVTOL français. Donc voilà, on a plein de sociétés partout dans le monde. On a vendu une vingtaine. De turbogénérateurs. Juste de turbogénérateurs, ouais, et qu'on est en train de livrer. Hein. Vous verrez aussi, le turbogénérateur, on le fait. Mais maintenant, on produit des bancs d'essai. Donc, les clients qui nous achètent un turbogénérateur nous achètent des bancs d'essai au sol. On est capable pour certains, commence à travailler avec des très grands noms, des IVTOL américains. On travaille sur le design de leur architecture hybride électrique. Donc, non seulement Turbotech peut produire et vendre un turbogénérateur, et voilà, il peut aussi commander son banc d'essai. Et puis, on peut aussi l'aider à concevoir, voire pour certains on l'a fait, concevoir complètement l'architecture hybride, c'est-à-dire le turbogénérateur, l'électronique de puissance, l'électronique de commande et la distribution vers les moteurs électriques. Donc voilà, et donc on a un carnet de commandes entre 40 et 50 moteurs pour cette année. Hein. C'est en train de s'étendre et comme je vous disais, on a approché 3 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, 2024. On va faire plus encore cette année. Je pense que c'est une belle performance technico-économique puisqu'on est en fin de développement du produit et que la société va vers la rentabilité. Voilà. Aujourd'hui, combien d'ULM sont équipés de turboprop? Là, on a une dizaine d'ULM, si on compte avion et hélicoptère, on a une dizaine de modèles et puis on livre les premières unités de production. Là, on a des commandes de 10 moteurs qui arrivent et qui vont aller motoriser des ULM qui vont rentrer en service normalement à la fin de l'été. Très honnêtement, d'ailleurs, ça ne se passe jamais comme on veut, un projet industriel. On pensait faire ça en 3-4 ans. Vous voyez, on aura mis plutôt 6 ans et demi pour faire la totalité du développement. Et oui, on est en retard parce qu'au début, on a eu des problèmes techniques. Après, il a fallu un peu changer la réglementation pour s'adapter à l'ULM français. Tout ça, ça fait partie des petites barrières à franchir quand on crée une société. C'est un doux euphémisme quand on dit des petites barrières. Mais ma foi, le résultat, il est là, il est tangible. Et surtout, ce qu'on veut faire, on ne fera jamais le choix de mettre sur le marché un produit qui n'est pas 100% abouti. C'est la sécurité, on va continuer les essais en vol, même si on prend un petit peu de retard, on veut poursuivre les essais en vol jusqu'à avoir un produit, je dirais même 200% safe. C'est un moteur d'avion, il faut le faire sérieusement. Donc cette campagne d'essais en vol, on va aller au bout avec plusieurs centaines, voire des milliers d'heures de vol avec cette équipe pour parfaitement mettre au point le produit. Parce qu'au banc d'essai au sol, on voit des choses, mais les derniers pourcents qu'on voit sur avion, les petits problèmes qu'on peut capter, c'est très important de les capter dans la vraie vie pour garantir la sécurité de nos futurs clients. C'est parti, donc là on va arriver dans le sein des saints. Voilà, là. Donc ici on est dans l'assemblage, la partie assemblage moteur, donc il fait partie de la direction industrielle. Donc vous allez le voir, c'est comme toujours, de tout ce qu'on fait chez Turbotech, on a essayé de faire quelque chose de très structuré. Donc on a Camille qui est la responsable de notre unité de montage, donc qui est ingénieur aéronautique. Ici l'objectif c'est d'assembler les turbines en respectant les coûts, les qualités, les délais et la sécurité. Donc on a 4 îlots de production. Sur chaque îlot, on va pouvoir assembler un moteur de A à Z. Donc on va commencer par aller chercher les pièces qui sont stockées au-dessus, qui vont nous permettre vraiment d'avoir toutes les pièces pour assembler notre moteur. Et ensuite, on a un ERP qui va nous permettre de suivre tous nos ordres de fabrication. Voilà, donc si on regarde ici, on a Florian qui est en train de monter un turbogénérateur. Il faut des hommes pour monter des moteurs. Voilà. et qui va suivre toutes les étapes. Et les étapes, elles sont vraiment documentées comme ceci, avec les instructions sur les pièces qu'on doit monter, les outillages qu'on doit utiliser, les moyens, étape par étape. On va pouvoir travailler aussi en ergonomie. Ici, on a des berceaux moteurs qui vont nous permettre de travailler tout autour du moteur, de pouvoir monter, descendre le moteur, le faire tourner. Donc ça, c'est très important pour vraiment manipuler et être à l'aise pour faire le montage. Puis on a des moyens qui vont nous permettre de faire du contrôle. Ici, on fait du calage turbine avec une colonne de mesure. Et puis on va avoir une étuve et une presse qui vont nous permettre de faire du montage par frettage, notamment en début de gamme. Là, on voit l'avant, le rotor, le fameux rotor du turbogénérateur. C'est ça qui tourne à 80 000 tours minute et qui produit l'électricité. Et donc, il est à l'intérieur du carter qui est là. Et là, c'est un turbogénérateur qui est en on va dire milieu de montage. On va venir ensuite y installer toutes ces pièces. C'est compliqué de monter une turbine, donc l'aspect humain
L'aspect homme-femme montage va être vraiment clé. C'est pour ça qu'on met un peu comme dans un grand groupe, hein, tous les garde-fous avec des gammes, mais la formation aussi, et puis je dirais l'esprit aéronautique avec lequel les compagnons vont monter le moteur, il est très important. Et les gens qui assemblent un moteur le font en duo, en binôme, pour se former. Donc les plus anciens vont former les nouveaux arrivants. Et puis on a toute une boucle en fait d'amélioration continue où chaque personne va être acteur au quotidien de problématiques qu'il peut rencontrer, d'améliorations qu'il peut proposer. Et on va venir comme ça enrichir nos standards de fabrication chaque jour en fonction de ce qu'on constate, de ce qu'on fait, de ce que les nouveaux apportent, de ce que tout le monde apporte à l'entreprise. C'est les retours d'expérience alors que les aviateurs connaissent bien du coup. Exactement, et finalement on va l'avoir grâce directement aux aviateurs qui vont voler sur le Oui. VL3 ou le XL8, mais aussi grâce à toutes les personnes qui assemblent les moteurs au quotidien et qui vont constater un certain nombre de choses et améliorer leur manière de travailler au quotidien. Globalement, pour monter un turbopropulseur ou un turbogénérateur, on va mettre à peu près le même temps. On est sur de l'ordre de 2 semaines qui va passer dans l'atelier avant de sortir pour être testé. On sort à peu près 2 moteurs par mois, c'était plutôt l'année dernière, et là, ce que je vous dis, la cadence à laquelle on va passer, il suffit de diviser par 12, c'est entre 40 et 50 moteurs. Donc voilà, ça fait, on a un ramp-up industriel qui est... alors, mine de rien, c'est des enjeux quand même, parce que passer de... Alors, il y a encore 3 ans, on faisait des prototypes. Là, maintenant, il faut faire des moteurs avec une répétabilité, une stabilité des process. Ça, c'est très important en aéronautique. Stabiliser le process, pas que chez nous, hein, c'est ce que Camille entendait. Hein. Au montage, oui, mais dans toute la chaîne, c'est-à-dire y compris aussi chez nos fournisseurs. Et voilà, donc là, on va passer à... plus de moteurs par mois, et ça va se faire de façon graduelle au cours de l'année, mais pour arriver à la fin d'année à 2025, avec 45, autour de 50 moteurs produits. Donc voilà, c'est 2 semaines pour assembler un moteur, mais c'est 1 an pour produire toutes les pièces. Il faut un peu une boule de cristal pour que nos clients nous éclairent sur ce qu'ils veulent faire à 1 an, mais il faut arriver à commander le bon nombre de pièces au bon standard pour dans 1 an. Donc c'est pour ça aussi que la direction industrielle a un rôle de planification qui est très important pour approvisionner notre stock, et que le jour où on veut monter un moteur, Camille ne se retourne pas et qu'il n'y ait plus de pièces derrière. Voilà. Et surtout en période de ramp-up industriel. Je dirais ici, c'est comme un micro Safran Aircraft Engine. On va retrouver la même rigueur dans un bâtiment tout petit, certes, dans une surface contenue, mais là, on a de quoi faire pas mal de moteurs par an. Hein. On a encore un peu de place disponible. Vous êtes dimensionné pour pour les années à venir, tout ouais. à fait. Je pense qu'ici, chez Turbotech, on va pouvoir faire, un jour se projeter à une 100-150 moteurs par an, ce qui nous laisse quelques années pour nous organiser. Voilà. Et en termes de certification, on en parlait à l'instant, là, tous les dossiers sont déposés, c'est un process là, qui est en cours. On a fait évoluer la réglementation en faisant passer avec nos amis de la FFLUM et de la DGAC l'ULMS, c'était l'extension pour les ULM à turbine à 600 kg, passage de 525 à 600 kg. Et là, on est en train de lancer, mais cette fois avec l'EASA, on est en train de discuter, c'est très préliminaire, ça prend beaucoup de temps, on est en train de se poser la question, quelle sera la stratégie pour certifier la première turbine au monde destinée à l'aviation légère. L'EASA, l'autorité européenne, avec qui elle parle de turbine? Elle parle à General Electric, à Safran, Pratt & Whitney. C'est que pour les gros avions ou du TBM, on va dire, qui est le début un peu de la gamme où on trouve des turbines PT6. Il n'y a jamais eu de petites turbines de 100, 150, 200 chevaux destinées aux avions, ce qu'on appelle CS-23, ELA1, moins d'1 tonne 2, 4 places. Ça n'existe pas. Donc, est-ce que le cadre réglementaire de ce qu'on appelle la CS Engine, qui est le processus pour certifier un moteur, est-ce qu'il est adapté pour une petite turbine aéronautique, sachant qu'il s'adresse plutôt aux très très grosses turbines pour les avions de ligne? Voilà, on est en train de se poser toutes ces questions de comment faire pour certifier. Et l'EASA semble avoir une volonté de nous aider, de nous accompagner. Et ça, c'est un process qu'on va démarrer cette année officiellement, on va dire, avec eux. Et j'espère bien que la DGAC et nos amis de la FFA vont nous accompagner. Donc là, on était dans l'espace de montage mécanique, mais comme on vous le disait, eh bien, la turbine, c'est une turbine très moderne. Elle a donc besoin de beaucoup d'électronique. Donc on a nos ingénieurs, mécatroniciens ici, Adèle, Ismat, Arthur, qui travaillent sur des dispositifs électroniques. Et on a ce qu'on appelle le FADEC ici, donc qui est le cerveau du moteur. Ce cerveau, il va contrôler toutes les pompes, les vannes, envoyer toutes les données. On vend avec le turbopropulseur un écran tactile qui permet de faire toutes les remontées d'informations. Vous avez toutes les datas, donc il s'intègre, vous le verrez, dans le cockpit de l'avion. Ou on est en train de travailler aussi sur le renvoi dans des PFD, donc du Dynon ou du Garmin. Mais bref, ici, on va non seulement avoir le cerveau, c'est-à-dire
l'élément, le hardware comme on dit, qui est l'ordinateur qui contrôle tout, mais également le software dedans. Et toujours dans un esprit de sécurité aéronautique, de méthodologie, à la fois le matériel, mais le code aussi de calcul, eh ben, il va être conçu selon des normes aéronautiques. Donc, on a des certifications. Donc nous, c'est une certification, on va dire, plutôt industrielle, c'est du SIL 2, mais c'est l'équivalent entre un DAL B et un DAL C, ce qu'on appelle, c'est-à-dire d'un dispositif ou d'un code de contrôle certifié aéronautique. Et tout ça, c'est testé sur des bancs, ce qu'on appelle hardware in the loop, donc qui permettent de reproduire un peu le moteur, le comportement du moteur, et de valider que le code et le matériel répondent correctement, y compris dans des zones un peu, quand on pousse les limites dans les coins. Et ça, voilà, c'est très important. Et ce qui est très important, c'est de le valider au sol, sur banc, sur moteur, au banc et en vol. Toujours avoir un peu cette gradation avec tous les essais. Une turbine peut faire peur, peut être réputée compliqué à opérer, hein. On peut griller une turbine et ça coûte cher à réparer au démarrage si on n'a pas assez de batterie. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est la turbine opérable par tout le monde. Donc le FADEC, il va tout contrôler, la séquence de démarrage, la séquence d'arrêt. Vous ne pouvez pas casser la turbine par une fausse manip, vous le verrez, c'est simplissime. Il y a un bouton start, un bouton stop et une manette de poussée. Le FADEC contrôle aussi le pas de l'hélice pour l'optimiser en tout temps. Donc c'est plus simple qu'un moteur à piston. C'est plus simple qu'un Rotax à utiliser, tous les gens nous l'ont dit, on est vraiment très heureux, mais par contre ça a nécessité de concevoir un système de contrôle extrêmement poussé. Donc tout ça c'est fait ici dans ce laboratoire qui n'est pas un laboratoire de production mais de développement. Et on y développe aussi le démarreur, des versions de boost électrique pour faire de l'hybride parallèle, voilà, enfin on développe plein de choses. Voilà, donc là, c'est nos fameux bancs, hein, c'est ce qu'on vous disait. Bonne journée. Toujours pour des raisons de sécurité, on a nos pompes qu'on cycle sur des bancs partiels que Arthur a conçus et qui nous permettent, quand on fait une modif de design, d'aller valider tout ça. Chez nous, les ingénieurs, ils s'éclatent, hein, parce que vous voyez, ils font du calcul le matin, l'après-midi, il va au coin tronçonner ses morceaux d'aluminium pour assembler son banc avec toutes les pièces qu'il a conçues, commandées, et ensuite, ça permet d'avoir une fonction essentielle chez Turbotech, qui est de confirmer le bon développement de sous-ensembles. Voilà, donc là, c'est des pompes carburant, donc on a plusieurs bancs qui permettent de cycler tout ça. Là, on a un banc qui permet d'avoir un équilibrage très très pointu du moteur, comparable à ce qu'on trouve dans une centrale inertielle d'un avion de ligne, puisqu'il tourne très vite. Voilà, on a des bancs de réception des injecteurs de carburant ici. Donc on a vraiment aussi tout ce qu'on appelle les murs qualité qu'on implémente dans l'industrie. Chaque sous-élément de la turbine va être qualifié séparément. Voilà, donc ça, on parle de banc partiel. Et puis pour finir, hein, quand on a assemblé nos moteurs et puis qu'il faut les tester, on a des bancs d'essai complets. Donc on a 5 remorques comme ça qui permettent d'aller dans zone d'essai. Et donc là, on a un moteur vraiment en configuration avion. Alors ça, c'est un moteur de développement Turbotech, hein. Ce n'est pas un moteur client, c'est pour ça qu'on voit il a un peu des fils. On est en train de tester des choses, mais on a aussi donc 2 types de bancs d'essai. Les bancs d'essai pour concevoir nos moteurs et les valider. Donc ça, c'est des moteurs qui ne quitteront jamais la société, qui vont tourner des milliers d'heures chez nous. Et puis, on a d'autres bancs comme celui-ci, mais sur lequel il n'y a pas encore de moteur. On va en monter un, je pense, après-demain dessus. Et ça, c'est un banc qui va permettre de réceptionner un moteur client. Donc, lui, il va tourner des centaines et des milliers d'heures en interne pour valider des changements de design. Et ça, c'est plutôt un banc de recettes. Sur ce banc-là, on va monter un moteur de réception client. Il va tourner 3-4 heures. On va enregistrer tous les paramètres et ensuite, le moteur ira dans une caisse qui sont là. Les caisses sont là-bas, parce qu'il y a aussi des caisses en livraison là-bas. Voilà, dans ces caisses, dans chacune de ces caisses, c'est des moteurs qui ont été encaissés, puis ils vont partir à l'expédition et qui vont aller chez leurs clients. Bon. Et sur ces bancs, à chaque fois, vous associez aussi à un test spécifique avec une hélice Oui, on valide les hélices que les héliциers développent pour nous. Donc on travaille beaucoup avec Duke Hélice, qui conçoit la Tiger 3 spécialement pour la turbine, donc en 3 ou 4 pales. Ils ont fait un système d'actuation spécifique en 24 volts pour permettre d'avoir le changement de pas très rapide. Et oui, on qualifie des hélices qu'on approvisionne chez des héliciers. Ce n'est pas nous qui les concevons. Par contre, c'est nous qui les contrôlons. C'est notre FADEC qui contrôle le pas de l'hélice. Donc c'est pour ça qu'on a une monomanette. Donc, et oui, donc on qualifie tout, on regarde le niveau de vibration et tout plein de choses pour avoir un moteur livrable ou un moteur certifiable après toute la série. D'ailleurs, on utilise les critères de certification EASA des grosses turbines pour qualifier nos moteurs.
On est juste à côté des pistes, donc nos clients peuvent venir nous voir aussi en avion pour la plupart. On vient de voir les bancs avec les hélices, on parlait de Duke Hélice. Oui. Qu'est-ce qui contraint le choix de l'hélice ou plutôt son design? Est-ce qu'il y il n'y a pas de le plus contraignant, ça va être son actuation, le mouvement du changement de pas des pales. D'accord. La plupart des moteurs à piston utilisent plutôt une actuation, c'est-à-dire une force hydraulique. Oui. Et nous, le FADEC, pour le moment, on travaille aussi sur de l'hydraulique, mais il va utiliser une puissance électrique. Donc il nous faut une hélice à pas variable électrique. Mais par contre, comme la turbine est très réactive, on a besoin d'une variation de pas électrique et très rapide. Du coup, on met un cahier des charges assez haut chez les fabricants des hélices et ils sont obligés de développer un vérin électrique 24 volts, parce que notre turbine marche en 24 volts, à actuation, donc avec un mouvement très rapide. Et ça, c'est quand même un beau petit défi pour les héliциers, parce qu'il faut à la fois quelque chose de puissant, rapide, et qui marche en électrique en 24 volts. Donc, ils ont fait des développements spécifiques pour les hélices. On a le VL3 turbine, très beau petit biplace, classiquement motorisé avec des moteurs à piston, mais qui là est équipé de notre turbine. Donc là, on a vraiment une intégration standard de notre moteur avec une entrée d'air dynamique qu'on a co-conçue avec JMB Aircraft qui permet d'optimiser les performances. Il y a eu beaucoup de travail fait avec JMB Aircraft sur le sujet et c'est l'un des premiers avions d'ailleurs qui va rentrer en service après l'été. Il a encore un peu de data logging, ce qu'on dit, enfin d'acquisition de données. Donc on a des petits boîtiers qu'on retrouve pour enregistrer tous les paramètres de vol. Après on est là très très proche d'une configuration série qui va être mise sur le marché très prochainement par JMB. Donc là on retrouve l'entrée d'air. Donc l'entrée d'air dynamique, elle sert à quoi? Elle sert à récupérer la pression statique de l'air dans l'avancement. Donc on a une pression totale qui est due à l'avancement de l'avion. Cette pression totale, on va le plus possible la convertir en pression statique pour gagner en performance dans le moteur. Donc voilà, c'est assez satisfaisant de voir qu'on fait des choses, on les calcule, on les fabrique et en quelques dizaines de jours, on voit le gain sur l'avion. Ça, c'est super motivant. Il y a une petite dizaine d'avions en commande déjà, de clients qui attendent la livraison de leur VL3. Voilà. Et quelques-uns en France d'ailleurs. Et quelques-uns, la plupart en France, et quelques autres en Europe. Pareil, ces livraisons ont pris du retard très clairement, et nous c'est vraiment pour des raisons de finaliser le développement. Tout marche parfaitement, mais on veut même qu'il y ait le moindre bug, le moindre petite chose, s'il y a un petit voyant qui s'allume, tout doit être complètement parfait avant la mise sur le marché. Pourquoi? Parce que ça reste aussi des machines chères, tout doit être parfaitement réglé et on est vraiment sur les derniers petits détails là, de ce genre d'ajustement pour mettre notre produit en service. Vous n'avez pas d'objectif d'heure de test Si, là, l'objectif qu'on va fixer, c'est avoir fait à l'été 600 heures en septembre avec ces deux avions. À la fois sur le Bristol et sur le XL8, mais le XL8 a déjà fait 300 heures de vol, il est arrivé au bout, c'est pour ça dire qu'il revenait ici pour qu'on fasse une inspection du moteur. Après 300 heures, tout est parfait, donc il va pouvoir réenchaîner sur 300 heures. Mais le but, c'est même d'avoir emmené nos moteurs à 3000 heures. On va les laisser à Gap à l'équipe en 1 an et demi, 2 ans. Ils vont pouvoir aller au bout de la vie du moteur et réaliser une TBO, ce qu'on appelle une Time Between Overhaul, temps entre révisions complet. Donc le but, c'est vraiment qu'on vole. C'est une notion qui existe un peu aussi chez les grands motoristes, chez les Safran. Ça s'appelle le fleet leader. On veut toujours avoir un moteur vieux qui est devant l'avion de tous les clients pour être sûr de trouver les défauts de vieillissement sur notre moteur qu'on suit de façon resserrée. Donc c'est cette notion de moteur âgé qu'on va aussi essayer de mener avec les équipes de pilotes d'essai de Gap. Tout ça, toujours pour la sécurité aéronautique, dans l'esprit aéronautique. Là, c'est le moteur qui va un peu débroussailler. Normalement, on l'a fait tourner au banc au sol. On a vu que tout marchait bien, mais rien ne vaut l'épreuve de la réalité, même si tout a bien marché au sol avec des moteurs qui ont tourné des centaines d'heures. En vol, il n'est pas dit qu'on ne trouve pas autre chose. Normalement, non, mais il faut avoir on va dire la rigueur d'aller le vérifier. Voilà. Donc ça, c'est le VL3, avion très performant, très très belle machine. Alors, tant que je suis sur le TBO, est-ce qu'en comparaison avec un moteur classique, par exemple de DR400, on est sur... Nous, on va être sur 3000 heures. Classiquement, heures, un moteur à piston, ça va être de 1500 pour certains Rotax, 915, 2000 heures pour un Lycoming et d'autres Rotax. Voilà. Nous, on souhaite proposer une TBO de 3000 heures. D'ailleurs, c'est vraiment l'objectif à l'entrée en service. Avec aussi beaucoup moins de maintenance. Une turbine, si on parle d'un futur DR400, le but, c'est que le DR400 turbine coûte moins cher à exploiter qu'un DR400 avec un moteur Lycoming. Parce qu'on brûle un carburant moins cher, le diesel ou la Jet A1,
hein. Et puis surtout, il y a beaucoup moins de maintenance, plus de disponibilité et plus de fiabilité. Le tout avec beaucoup moins de bruit et plus de performance. Ça peut intéresser les aéroclubs Et effectivement, et les riverains. J'espère bien, on va avoir un peu le moteur qui réconcilie tout le monde. Les trésoriers des clubs qui disent on a un DR400 qui coûte pas cher à exploiter, l'avion est disponible, c'est sexy et c'est performant, une turbine, voilà, c'est quand même pas mal. Et puis les riverains à Gap, il y a des gens qui sont allés voir Jean-Marie Urlacher, notre pilote d'essai, pour lui dire mais quel est cet avion qui fait très peu de bruit, c'est quoi, est-ce que c'est un avion électrique, il vole 4 heures, comment ça se fait, comment vous pouvez... Mais non, c'est un avion à turbine, Turbotech. En termes de perfo, alors c'est toujours un peu compliqué de parler de performance parce qu'il faut que ce soit reproductible aussi. En termes de motorisation, entre un VL3 turbinisé et puis un VL3 classique, on va dire, est-ce qu'on peut comparer les... La turbine ne va pas aller chercher la performance. Elle est forcément, parce que les gens pensent turbine, ils disent on va aller à des vitesses extrêmement élevées. C'est le même niveau de puissance. Donc qui dit même niveau de puissance dit à peu près les mêmes performances. Nous, ce qu'on a amélioré grâce à notre turbine, elle n'a pas besoin de refroidissement. Donc avec moins de puissance, vous allez voler à la même vitesse. Ce qui fait que, et c'est là le truc extraordinaire, que les pilotes au début ne croyaient pas, les Américains n'y croyaient pas, ils sont venus le tester, hein, la OPA, tout ça, enfin des gros clients américains et des associations américaines. On a un moteur qui, quand on met le VL3 turbine et le VL3 avec un Rotax 915, donc le dernier moteur moderne de Rotax, le VL3 turbine consomme 1 litre à l'heure de diesel en moins à la même vitesse que le VL3 Rotax 915. Donc on a un avion à turbine qui consomme moins qu'un avion qui a un Rotax, en les mettant en patrouille tous les deux, hein, le même jour, dans les mêmes conditions, voilà, à 70%, c'est-à-dire on obtient facilement un 150 nœuds en croisière normale semi-économique, sachant que c'est un avion qui peut aller avec la turbine à 185 nœuds, alors pas avec la version française puisqu'elle sera tarée à 109 chevaux. Ça, c'est quand on avait fait les essais à l'étranger. Mais on a quand même un avion en croisière qui va voler à la même vitesse en consommant moins. Donc, moralité, le gain de la turbine, il n'est pas en performance. Oui, ça va vite, ça monte fort, mais il va être vraiment même en niveau énergétique. Et on a un moteur qui consomme très peu pour faire la même chose ou qui est capable d'aller un petit peu plus vite en mettant le même niveau de puissance. C'est là où est, avec plus de fiabilité, le tout en brûlant du diesel. Et un rendement constant en même temps. Alors oui, alors le rendement, alors si on parle vraiment de physiquement, le rendement, c'est-à-dire la façon, l'efficacité pour convertir l'énergie chimique en puissance, sur la turbine, il va s'améliorer avec l'altitude. Par contre, nous, notre turbine, elle n'est pas ce qu'on appelle flat ratée. Elle perd de la puissance avec l'altitude, mais c'est pour ça même qu'un moteur taré à 109 chevaux au sol, là, il va conserver sa puissance en altitude. Par contre, pour les moteurs qui ne seront pas vendus, les turbines en Europe, ils seront débridés. Et donc là, ils partent de 140 chevaux au sol. Et là, ils vont perdre un peu de la puissance jusqu'à arriver à 109 chevaux, mais à haute altitude. Donc voilà, notre turbine n'est pas flat ratée, comme on dit, pas comme une PT6. Voilà. Par contre, le rendement s'améliore. Plus vous montez, moins vous consommez. Le XL8, il arrivait à des niveaux de consommation de 17 litres heure à 8000 pieds à 120 ou 130 nœuds. Donc c'est extrêmement performant en termes énergétiques pour un avion sans vibration. Enfin, après, quand vous êtes à l'intérieur, c'est assez magique. Hein. On se croit dans un petit jet, ça ne fait pas de bruit à l'intérieur, ça ne vibre pas, c'est extrêmement feutré. Et à côté, on a aussi le XL8 turbine. Donc voilà, c'est la même turbine, hein, c'est le TPR 90, même type d'installation. Voilà, avec ici un autre type d'hélice néo-zélandaise. Mais voilà, donc c'est un avion qui serait plus de formation, celui-ci. Voilà, c'est un biplace, pareil, ULM, hein, donc il sera en ULM-S. Donc c'est le Bristol XL8. Il y a une version certifiée qui est le B23 d'ailleurs. Et voilà, et c'est un avion qui a subi 300 heures d'essai en vol avec l'équipe de Jean-Marie Urlacher, là, des pilotes d'essai. On va poursuivre ces essais, ça marche très bien, ils en sont très satisfaits. Alors, l'Observatoire de l'aviation durable, c'est une initiative du ministre Jean-Baptiste Djibari qui a été créée dans le but d'objectiver, d'apporter de la connaissance à l'impact de l'aviation sur le changement climatique. La Direction générale de l'aviation civile se déplace par le président de l'Observatoire de l'aviation durable, Damien Cazé, le directeur général, et on va à la rencontre
des équipes qui sur le terrain justement mettent en place, construisent et développent ces solutions innovantes pour le futur de l'aviation. En quoi est-ce que cette turbine peut intéresser la DGAC, mais aussi l'Observatoire? Quelles sont ces particularités qui font que la DGAC mise sur cette technologie? Alors ce qui est très intéressant au niveau de l'Observatoire de l'aviation durable, c'est qu'une de ses fonctions, c'est de connecter l'écosystème. C'est de faire en sorte que les parties prenantes se parlent pour justement avancer vers cette trajectoire de décarbonation. Et les parties prenantes, c'est qui? C'est bien sûr l'État, donc l'administration centrale, la Direction générale de l'aviation civile, connectée à la réglementation européenne, l'EASA, et puis les acteurs de terrain, ceux qui participent à la chaîne de production, et donc bien sûr Turbotech, mais aussi des partenaires comme la fédération, la FFA, qui vont accompagner justement le développement de ces solutions. Et on est là sur une solution qui amène de la décarbonation, avec l'usage de polycarburants et éventuellement de SAF, et qui aussi a une empreinte sonore extrêmement réduite. Et ça, c'est très important dans le cadre de la décarbonation. Vous parliez aussi tout à l'heure de travaux en cours sur des versions plus puissantes. Oui. En l'état actuel de vos travaux, vous en êtes où là sur les... Là, on débute vraiment le design. On a fait là un avant-projet, ce qu'on appelle. On est en train de faire des études même d'intégration aussi avec des clients. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un avant-projet ? C'est vraiment faire l'enveloppe 3D externe du moteur pour se rendre compte de ce que sera un moteur de 250 chevaux Turbotech. Quel volume il va occuper, quelle en sera sa forme. Donc là, on en est vraiment à ce stade-là de faire un avant-projet. Mais très rapidement, on va attaquer ce qu'on appelle le design détaillé, c'est-à-dire on va commencer à faire les plans détaillés, dessiner la boîte d'engrenage, les rouets de turbine, pour lancer des pièces prototypes. Et on espère que ce moteur tournera au banc d'essai. Allez, dans 1 an et demi, 2 ans maximum, un prototype du moteur de 250 chevaux tournera. Et ensuite, ce moteur-là, puisqu'il est assez puissant, il faudra le certifier. Ce qui reprendra encore 2 ans certainement, parce que c'est une certification, c'est relativement long. Donc c'est un moteur qu'on pourra trouver sur le marché, mais qui pour le coup ira vraiment sur des avions certifiés, assez performants. Ça sera la famille des Piper, des Cessna, vraiment des avions certifiés 4 places. Et ce moteur-là, il sera destiné vraiment à ces marchés-là. Et puis de l'avion expérimental un petit peu plus performant aussi. Pour la FFA, c'est un enjeu particulier, ça, les nouveaux carburants, les nouvelles motorisations. Oui, c'est un gros travail qu'on mène depuis un bon nombre d'années, puisqu'on a commencé à parler de l'aéroclub du futur, nous c'était en 2011. Et donc nous, on s'est de suite investi en disant il y a 2 axes stratégiques maintenant, c'est d'abord sortir du fossile, et c'est pour ça qu'on avait lancé notamment tous nos travaux sur l'avion électrique. À l'époque, on travaille aussi maintenant un petit peu sur tout ce qui est hydrogène. C'est un deuxième axe stratégique sur des solutions, ce qui est de la sortie de la 100LL, puisque la 100LL, elle risque de sortir courant 2030, 2035. On a quelques pistes comme ça, donc on se dit qu'il faut trouver des alternatives. Et l'une des alternatives, c'est de voir quel est le dernier carburant fossile qui sera le dernier à sortir, on va dire, de la course, et ça sera forcément le Jet A1, puisque c'est le carburant qui est utilisé par les commerciaux. Donc on se dit que ce travail avec Turbotech, c'est aussi l'avenir, ça fait partie de nos axes stratégiques qu'on met en place. Et donc on a soutenu le développement de cette turbine depuis le début, avec l'impulsion encore une fois de Jean-Luc. Et donc on est ravis de travailler avec Turbotech dans le cadre de ce partenariat, avec le développement d'une turbine sur un DR400. Par rapport à tout ce qui est émission de CO2, c'est hyper bon parce qu'on va rétrofiter, on va utiliser nos cellules existantes depuis plus de 50 ans. Donc on ne va pas reconstruire des cellules, donc on ne va pas réémettre du CO2 par rapport à la construction de nouvelles cellules. Donc on utilise nos cellules existantes et qui fonctionnent très bien, qui sont appréciées par tous nos aéroclubs, avec une turbine Turbotech. Et concrètement, ça change quoi pour un aéroclub d'avoir une turbine, à part le côté sexy dont on a parlé tout à l'heure avec Damien? On en a parlé un peu, donc c'est un moteur qui est beaucoup moins gourmand, aussi une histoire de coût, puisque tout ce qui est entretien déjà de la turbine, c'est pas pareil qu'un moteur Lycoming ou Continental, en termes également d'utilisation de carburant. Si on utilise la Jet A1, le coût de ce carburant est beaucoup moins élevé que l'Avgas 100LL à l'heure actuelle, donc c'est aussi un gain pour les aéroclubs en termes d'économie. Et puis bien évidemment, tout ce qui va être aussi émission de CO2, ça va être
diminuer grâce à ce carburant. Et le bruit, oui, j'ai oublié forcément le bruit, puisque la turbine est beaucoup moins bruyante qu'un moteur traditionnel, un moteur thermique. Donc ces éléments-là sont importants. Nous, on est là pour pousser nos clubs vers ces solutions de décarbonation et qui s'inscrivent dans des politiques durables et dans une aviation verte qu'on est en train de construire maintenant. Et tout ça, c'est le boulot un peu du Fab Lab qui... Oui, c'est le Fab Lab. Alors, c'est nos équipes du Fab Lab, justement. Donc, l'idée, c'est que ce DR400, avec la turbine, intègre le Fab Lab et qu'on puisse l'utiliser en conditions réelles d'exploitation pour voir si vraiment l'intérêt pour les aéroclubs aussi est réel. Alors le Fab Lab, c'est une entité de la FFA qui s'occupe de tester toutes les solutions innovantes qu'on pourrait apporter à nos aéroclubs, donc dans l'aviation légère et sportive. Évidemment, le gros projet actuel, c'était l'avion électrique. Le projet suivant qu'on voit arriver, c'est la turbine avec Turbotech. Et en dehors de ça, on a aussi d'autres petits projets d'avionique, notamment de casse de réalité augmentée, etc., qu'on vient tester, nous, FFA, pour voir si c'est viable dans les aéroclubs, si ça peut être déployé en conditions réelles d'exploitation. C'est ce qui a été fait avec l'Alpha Electro au début, qui était une machine qui n'était pas vraiment un prototype, mais qui n'était pas non plus certifiée. Et bien sûr, le Vélis Electro, qu'on a testé en profondeur. On a acheté 8 machines, 8 avions électriques Vélis Electro qui servent à plusieurs choses. Donc on fait déjà des démonstrations donc auprès d'élus, auprès d'aéroclubs, auprès d'associations de riverains, auprès de collectivités pour promouvoir cette aviation qui est un petit peu plus verte et un petit peu plus durable quand même. On utilise aussi ces avions sur des événements, donc des meetings, des présentations un peu publiques. Et de manière plus générale, on fait de la location pour des aéroclubs qui souhaitent voir ce que ça donne sans vraiment se lancer parce que ça coûte très cher à l'achat. C'est un test vraiment grandeur nature pour pouvoir l'implémenter ensuite dans les quelques 600 aéroclubs qui maillent le territoire. Alors, une des premières grosses tâches qu'on a effectuées avec l'Alpha Electro puis le Vélis Electro, c'était des stress tests, des journées stress tests un peu comme un aéroclub. C'est-à-dire qu'on commence le matin très tôt, on termine le soir très tard et on fait un vol, une charge, un vol, une charge, un vol. C'est ce qui se fait en aéroclub pour voir quel est le comportement de la batterie. Donc là, on le fait toujours sur des durées plus longues. Maintenant, on est presque à 4 ans là. Sur une telle durée, on essaye de voir quelle est la dégradation de la batterie, quel est l'impact sur l'autonomie de vol par exemple. Voilà, puisque l'autonomie du Vélis, évidemment, c'est 1 heure au départ, donc c'est pas une utilisation de la même manière que la turbine. Mais voilà, c'est le type d'études qu'on mène et on fait des retours d'expérience qui peuvent être très utiles pour des aéroclubs. Maintenant, il y a un peu plus de 35 machines en France qui sont exploitées. Voilà. D'accord, le bilan du test est plutôt positif pour la FFA et pour les aéroclubs. Complètement. C'était sous l'impulsion de la FFA, avec l'appui de la DGAC et évidemment de Pipistrel, que cette aviation électrique est arrivée en France. On espère que ça sera la même chose pour la turbine d'ici quelques années. Voilà, si la turbine se déploie dans notre aviation légère et sportive, dans les aéroclubs, ça aura été en partie grâce à la FFA qui pourra tester, donner des retours d'expérience éventuellement à Turbotech, les DGAC, côté certification, maintenance et licence pilote. C'est là aussi qu'on va avoir un poids un peu plus important qu'un aéroclub seul qui va se dire tiens, je vais acheter une turbine, comment je fais pour ma licence de pilote, comment je fais pour mon mécanicien. Voilà, c'est une cohésion de cette équipe de France là, entre la FFA, Turbotech et la DGAC qui a été fait de la même manière avec Pipistrel précédemment. On a besoin d'une équipe qui travaille ensemble. Oui, c'est ce que vous avez constitué autour de Turbotech. Pour cette turbine en fait, qui répond à plusieurs enjeux majeurs aussi, enfin la disparition par exemple du carburant sans LL, exactement, mais aussi les nuisances sonores dont on a parlé. Comment ça s'organise au niveau du Fab Lab pour tester la turbine grandeur nature comme vous l'avez fait avec le Vélis Electro à l'époque? Alors, ce qui se fait déjà actuellement, c'est qu'on suit les évolutions de Turbotech. Physiquement, on n'est pas très très loin, géographiquement, ici, on est c'est ça, on est à 500 mètres, on a le Fab Lab juste derrière moi. Donc, on regarde un peu ce qui se passe, on est très au courant de l'actualité de Turbotech. Et de manière un petit peu plus lointaine, là, au courant de l'année 2025, on va avoir un DR400. Donc, on a acheté une cellule de DR400 qui va être rétrofitée avec une turbine Turbotech.
Et l'idée, ça va être, nous, de le tester au sein du Fab Lab, un DR400 à turbine, l'utiliser comme en aéroclub, voilà, de faire un peu tout ce qu'on pourrait faire. Donc en gros, un programme PPL complet, des vols du matin jusqu'au soir en stress test comme on a fait. Et voilà, pour faire un retour d'expérience fiable auprès des aéroclubs, dire voilà comment ça marche, les avantages, peut-être quelques inconvénients, un bilan global. Quoi, pour Il sera testé à tous ici. Tout à fait, exactement. Ouais. Ouais, alors d'abord à Gap, puisque c'est là-bas qu'il est construit. Carius et ensuite à Toussus-le-Noble, Paris-Saclay-Versailles, où on a nos locaux de base du Fab Lab FFA. Alors en termes un peu opérationnels, pour un aéroclub, il y a à peu près 600 aéroclubs, je crois, qui maillent le territoire. Exactement. Ça représente combien de machines qui pourraient être potentiellement rétrofitées Alors la flotte des aéroclubs, elle est énorme. Effectivement, c'est une flotte qui était relativement vieillissante et on est dans un cadre actuellement de renouvellement de la flotte. Donc le renouvellement de la flotte, ça passe par des avions neufs qui en général sont motorisés Rotax, qui pourraient l'être en turbine. Ça passe par des avions électriques pour une utilisation, comme je l'ai dit, qui est plutôt du local mania, de toutes petites naves, mais on ne peut pas faire une formation PPL complète. Par contre, pour un avion un peu plus décarboné et qui va loin, la turbine, ça peut permettre de rétrofiter des cellules qu'on a déjà. Donc on commence par le DR400, parce que comme Kevin l'a dit, c'est l'avion dont on dispose le plus dans nos aéroclubs. Et ensuite, éventuellement, voilà, du Cessna, du PA-28, des avions classiques. On a plus de 2000 machines qui pourraient potentiellement être rétrofitables, en sachant que techniquement, voilà, comme on l'a dit, il n'y a que la partie avant qui change. Techniquement, ça semble faisable, viable, comme on le voit ici. Donc c'est à étudier, et voilà. Et on est en plein dedans. Ça, c'est tout le boulot du Fab Lab au sein de la FFA. C'est ça, on fait des tests de la machine et des retours techniques avec des chiffres. Par exemple, sur la consommation, on va vérifier les chiffres du constructeur et on va vérifier l'utilisation en instruction, parce que c'est la majorité de nos heures, en tout cas sur le Vélis c'était le cas. Je pense que sur l'avion turbine biplace, ça sera aussi le cas. C'est la même chose. La licence par rapport à la turbine n'a pas été du tout étudiée par rapport à l'aviation légère. Donc c'est des conditions de prorogation, de renouvellement qui sont très lourdes. Donc ça aussi, c'est un travail réglementaire qu'il faudra qu'on fasse avec la DGAC et avec Turbotech pour trouver un peu comme on l'a fait pour l'avion électrique. L'avion électrique, on était parti d'une feuille blanche, il n'y avait pas de réglementation électrique. Et c'est l'équipe France, on va dire la DGAC à l'époque et la FFA qui ont écrit ce texte sur la réglementation électrique. Et donc là, l'idée aussi, c'est de pouvoir écrire, grâce à ce partenariat avec Turbotech, une réglementation turbine qui soit adaptée à l'aviation légère et qui soit adaptée à nos flottes privées. Le Fab Lab aussi, c'est rassurant pour les aéroclubs, pour nos aéroclubs, parce qu'on va, nous, FFA, essayer ce produit et à un moment donné leur dire oui, c'est efficace, non, c'est pas efficace. Et ça rassure aussi plutôt que ce soit une société qui va venir juste démarcher un club pour dire il faut faire ceci, cela, il va être tout seul dans son environnement. Tout le monde n'y passera pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a 600 aéroclubs, il y a des aéroclubs qui resteront que sur du thermique au début, certains qui feront un peu d'électrique, d'autres peut-être qui passeront à turbine. Mais si déjà on a réussi à avoir 20, 30, 40, 50 clubs, une centaine ou 200 avions, on aura déjà un petit peu gagné on sera très content, on aura gagné aussi sur notre objectif de décarboner l'aviation. C'est totalement le rôle de la fédération d'aller dans la prospective, d'imaginer les solutions. On peut porter nous aussi effectivement financièrement quelques projets comme ça qu'un club ne pourrait pas supporter, bien évidemment. Donc on est totalement dans notre rôle et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur Turbotech, on travaille sur l'avion électrique, on travaille aussi sur d'autres projets, Neofuel ou d'autres. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est sur un panel de projets innovants et qui nous semble sérieux aussi. Pour nous, Turbotech, c'est vraiment quelque chose qui fait sens. À terme, on peut imaginer un DR400 turbinisé arrivant dans un aéroclub à quelle échéance On espère sur les coups de 2020, enfin nous 2027, on espère, dans ces heures, dans 2 ans. D'accord. L'objectif, c'est ça qu'on s'est donné, donc dans 2 ans. Et puis à nous aussi, FFA, on travailler, comme on l'a dit, sur tout ce qui est réglementaire avec l'agence européenne pour trouver, un peu comme on l'a fait pour l'électrique, des solutions faciles pour nos pilotes. Pourquoi est-ce que la DGAC s'intéresse à Turbotech et à des startups de ce type? On est un des maillons de la chaîne aéronautique française, puisque à la fois on est le régulateur, mais on est aussi le producteur de contrôle aérien.
On est ceux qui organisons le droit du travail, les relations internationales et aussi qui portons la politique industrielle. Cette politique industrielle, elle est portée par le CORAC, qui est financé par le contribuable et elle vise à développer de façon organisée une industrie portée par une politique industrielle structurée. Elle vise à la fois à construire des gros avions, la 320, le remplaçant de la 320, mais aussi de rester présent sur toute la chaîne de construction d'aviation en France, parce qu'il faut le rappeler, on est le seul pays avec les États-Unis qui pouvons produire de A à Z tous les types d'avions. Peut-être quelques moteurs ou quelques types d'avions qu'on ne saurait pas produire en France, mais normalement on sait produire et assembler avec nos collègues européens, mais en France, tout type d'avion, et notamment le créneau de l'aviation générale, qui est indispensable à la fois parce que c'est un marché qui permet de faire vivre toute une communauté aéronautique à laquelle on est très attaché, et puis c'est aussi une entrée de gamme sur le marché de l'industrie aéronautique qui est absolument indispensable. Et donc on retrouve des innovations dans des startups telles que Turbotech qui peuvent être ensuite adaptées, développées dans d'autres secteurs de l'aviation. Donc il faut être présent, il faut non seulement défendre nos positions, mais il faut aussi aller conquérir d'autres marchés. Et c'est ce que fait Turbotech, qui a pour ambition à la fois de rétrofiter, de remettre à niveau des avions qui volent déjà, mais aussi d'équiper des avions en construction en France ou à l'étranger, et d'aller chercher des parts de marché en France ou à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Donc d'aller solliciter, d'aller défier nos concurrents. Et Turbotech est un très bon exemple de ce qui peut être conquis en termes de parts de marché. Et concrètement, ça traduit comment l'accompagnement de la DGAC auprès de Turbotech en termes de certification, par exemple? Multiples. D'abord, de la considération pour leur sérieux, et c'est une forme de garantie qu'on donne à ceux qui approchent Turbotech, qui sont avec des gens sérieux. Ça, je pense que c'est la principale chose qu'on peut leur apporter. Deuxièmement, en termes de certification, c'est les guider jusque ce qui devrait permettre ensuite d'avoir une certification EASA. On a la chance d'avoir en France à la fois les ressources présentes sur tout le territoire pour guider la certification, d'avoir des experts au niveau national qui sont au service des entreprises qui veulent certifier, et d'avoir une relation extrêmement étroite avec les équipes de l'EASA. On a décapoté le moteur. Est-ce qu'on peut analyser par séquence le moteur là, et notamment cette petite pièce là qui est assez intéressante? Oui, ça donc c'est le starter générateur. Ouais, en effet c'est assez intéressant, c'est assez nouveau puisqu'en fait on est sur une technologie de moteur brushless. Et donc l'intérêt c'est que ça a une densité de puissance assez redoutable. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que ce petit moteur arrive à démarrer la turbine avec son hélice, mais aussi sur des applications hélicoptères on arrive à démarrer avec ce petit moteur à la fois la turbine et le rotor de l'hélicoptère. Donc c'est assez génial. Ouais, donc ça a une très très forte densité de puissance, et en plus ça a l'intérêt d'avoir une durée de vie dite infinie puisque c'est un moteur sans contact, donc pas de maintenance. Donc ça c'est assez révolutionnaire, ça marche bien. Voilà, donc il lui faut son organe de pilotage qui est le contrôleur qui est ici. Après, juste derrière, on a la boîte de réduction. On a inséré le réservoir d'huile dans la boîte de réduction. Donc l'idée, c'est de gagner de la place et de la masse. Cette boîte a deux fonctions, à la fois réservoir d'huile et réduction, puisqu'en fait, on passe d'un régime de 80 000 tours minute à 2300 tours minute. Donc un fort taux de réduction qu'on réalise avec deux étages. Voilà, c'est pareil, donc là le dimensionnement des pignons est assez conservatif, et donc là la boîte a été dimensionnée pour faire toute la durée de vie du moteur. Donc plusieurs même plus loin que 3000, c'est-à-dire même à la TBO, à l'overhaul, on vient changer les parties chaudes, mais cette pièce est censée durer 1, 2, 3 overhauls. Voilà, donc ensuite si on continue, on arrive sur l'entrée d'air. Donc voilà, l'air est injecté ici dans la turbine, donc on passe dans le compresseur avant d'aller dans l'échangeur et de revenir dans la chambre de combustion pour détendre dans la turbine. Donc là pareil, en termes de pièces, à la TBO, à 3000 heures, 3000 cycles ou 3000 cycles, on ira changer à cœur les pièces chaudes, donc notamment le rouet de turbine, potentiellement les roulements, et après une fois qu'on a changé tout ça, on remonte l'ensemble et c'est reparti pour 3000 heures, 3000 cycles. Donc l'intérêt par rapport à un moteur à piston, c'est que même si le prix d'achat au départ est plus élevé,
On va du coup en termes de coût de possession global, qu'on intègre le prix du moteur, le coût du carburant et le coût de la maintenance, on va se retrouver avec quelque chose qui va être 30% moins cher à terme que le coût de possession global d'un moteur à piston. D'où l'intérêt, pour un usage assez intensif, de basculer sur de la turbomachine. Et en termes de maintenance, est-ce que vous avez pensé à un programme de formation, par exemple, pour les mécaniciens qui interviendront sur les Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est en train de rédiger les manuels de maintenance. Donc on va avoir dans un premier temps un manuel de maintenance, ce qu'on appelle maintenance line, donc des petites activités de maintenance qui peuvent être faites sur le bâti de l'avion, sur des intervalles courts. Et après, donc on aura un autre document de maintenance qui sera pour les opérations un peu plus lourdes, qui arriveront plus tard, et qui sera rédigé également. Voilà. Après, on aura aussi à terme des shops pour pouvoir faire les overhauls, soit à Turbotech, soit dans des shops partenaires. Et donc là encore, avec une description des activités un petit peu lourdes de maintenance qui seront à gérer. La première intervention, on va dire, c'est assez simple, hein, ça va être un check des niveaux d'huile, une vérification de l'état général du moteur, potentiellement de l'endoscopie dans un premier temps. Donc ça reste assez simple et un premier step qui est visé à 200 heures. Alors tu vas voir Fabrice, le démarrage il est simplissime. Donc tu as deux options, soit tu démarres, soit tu ventiles. Donc là on va en mode démarrage. Master, alors je vais mettre des petites pompes. Hop, master. Avionique, instrument. On va attendre que ça s'allume. Et pour un néophyte, la ventilation, alors du coup ça sert à... Ça sert à quoi, là enlever l'air chaud qu'il y a dans la chambre de combustion. D'accord, c'est tu la purges en fait de ton air chaud. Ouais. Ok. Exactement. Ce que tu entends là, c'est les pompes basse pression. Ouais. On a deux pompes basse pression, donc une redondance, qui alimente un petit header tank, un petit réservoir de 1 litre, et qui met sous pression le circuit carburant. Donc là, tu vois, on est sous 450 degrés à l'EGT. On a au-dessus de 25 volts sur la batterie. Et ben on peut démarrer. Donc tu check le GT et puis la charge batterie sur sur l'engine master, on appelle ça. Ouais. Je fais deux choses avant de démarrer. Je mets 100% de la puissance pour voir que ma manette elle marche bien. Ouais, ok. Et j'appuie sur le bouton stop. Tu vois, j'ai un petit trait rouge qui s'allume là pour être sûr que je pourrais couper la turbine. Si, en cas de besoin. D'accord, en cas de besoin. Okay. Alors, l'essence bien sûr ouverte, essence ouverte, gaz au mini, tout qui est vers le haut, en mode start. Et ben on peut démarrer. Je vais appuyer sur le bouton vert et tu verras 6 phases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, l'avion va passer en mode flight. Et là, je pourrai enlever mon doigt du bouton start. À tout moment, je peux l'enlever. Ça va interrompre la séquence de démarrage. Là, d'accord. Je ne peux pas faire d'overtorque, je ne peux pas faire d'overtemp parce que tout est contrôlé par le FADEC. C'est le FADEC qui Je ne peux pas faire de bêtises. Avant, moi, quand j'ai appris les turbines, c'était les turbines Soloy. Tu pouvais souder la turbine. Si tu avais une seconde d'inattention, tu cramais 300 000 euros, 350 000 euros de turbine. Oui. Là, maintenant, tout est fait pour être vraiment très simple et très safe. Allez, c'est parti. Reste appuyé. Et là, tu vois les séquences de démarrage. 1 sur 6. Donc là, tu vois, le starter générateur donne des tours. Et à l'étape 4, on va allumer l'allumage, les éclateurs. Oui, les étapes se passent très vite. Ça se passe très vite. 6 sur 6. Un EGT à 570. Descend. Les RPM qui grimpent. On est en mode flight. Et là, le moteur est démarré. Et on peut se parler, t'as vu? Ah oui, là, même sans casque, sans rien, ça reste très supportable. On est à 1500 RPM à peu près, un tout petit peu moins. Ouais. Et un EGT à 485. Et tu vois, c'est ultra stable. Ça bouge pas, le volume sonore il est vraiment très à la fois dans la cabine mais à l'extérieur à proximité. C'est vraiment, et en vol c'est encore plus. Ouais, c'est plus marqué encore. Plus marqué, ouais. Donc là tu vois, on peut mettre un peu de gaz. Tu vas monter à 15-20%. Là on est qu'à 15%, t'as vu comme ça arrache déjà? Ouais, on sent que ça tire là déjà.
Et on est qu'à à peine 20%. Ouais. Donc tu vois, Fabrice, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est ça qui est vraiment une révolution, c'est que le pilote, il n'a plus que sa petite manette à gérer et à mettre le pourcentage qu'il veut. Ouais, Tu vois, comme est fait l'Engine Master, tu as d'un côté l'huile, ta pression et température, et d'un côté le carburant, ta pression et ton fuel flow. C'est très simple et très lisible en même temps. Hein. Il y a le code couleur qu'on connaît hein, de toute façon. Il n'y a rien de méchant. Quoi. Et en vol, tu n'as plus qu'à gérer ton pourcentage. Donc, par exemple, tu veux voler à 75% de la puissance, tu affiches 75, tu peux voler au fuel flow si tu veux dire moi j'ai envie de cramer que 23 litres heure. Hop, tu mets la puissance en fonction. En RPM, quand tu es en croisière, à, je sais pas, à 75% par exemple, tu as quoi comme... En fait, on est vers 2002-2003. D'accord. Et en fait, c'est pour ça aussi que ça fait moins de bruit. C'est qu'il y a un régime qui est assez bas. Oui, un light coming à 75%, il sera à 2450 tours. Donc forcément, ça fait moins de bruit. Ouais. Pour éteindre la turbine, il n'y a rien de plus simple que d'appuyer sur le bouton stop. Et là, on a une grosse croix qui barre le... Voilà. La turbine est arrêtée. Engine off, et là, oui, Voilà. ça... Alors, on pourrait couper là comme ça. Là, je vais couper les pompes s'il n'y a plus besoin d'injecter du carburant. Sous 450 degrés, on pourrait s'arrêter là. Mais tu peux aussi ventiler pour préserver ta chambre de combustion et les matériaux. Et tu fais une ventilation pour enlever l'air chaud qui est présent dans la chambre et la descendre sous 350 degrés. Donc là, il n'y a que le starter générateur qui fonctionne, qui fait tourner l'hélice. Et comme c'est une turbine liée, ça fait tourner tous les éléments de l'arbre. Et regarde, tu vois la température. Oui, il y a juste cette température à gérer après vol et puis pour préserver la turbine aussi, pour garder son potentiel. On ne serait pas obligé de le faire, mais bon, ça permet de garder une turbine, enfin une durée de vie quand même plus importante. Plus long. Et tu vois, hop, tu coupes tout. Ah oui, c'est très simple hein, là, vraiment. Ça peut pas être plus simple. Ça peut pas être plus simple, non. Mais tu vois, tous ceux qui se font, qui se disent, tiens, ça va être difficile de piloter une turbine, etc. En fait, c'est l'inverse. C'est plus facile qu'un moteur à piston. Oui, le passage du piston, l'inverse de la turbine. Dans l'avenir, ceux qui passeront de la turbine directement au piston, c'est plus compliqué que dans ce passage-là. Un pas variable. Oui, le FADEC est génial. Là, c'est vraiment la simplicité totale. Et faut le vivre pour le. Oui, j'imagine. Avec ton expérience aussi de plus de 300 heures de vol, tu verras, je peux dire, tu seras lâché en 1 heure ou 2, tu vois. Oui, même pas 1 heure de vol, tu as tout compris. Toute la gestion machine qui est simplifiée. Le seul truc qu'il faudra un peu s'habituer avec la turbine, c'est le petit temps de retard qu'il y a, le petit spool-up time qu'il y a entre la consigne que tu mets au gaz et tu as 2-3 secondes et puis la réponse. De latence entre la réponse. Ouais. C'est tout ce qui change un petit peu avec un piston. Et sinon, tu vas voir, c'est d'une simplicité incroyable et ce qui te donne, comme je te disais tout à l'heure, du temps de cerveau pour gérer ta météo, gérer les zones, gérer ta navigation et en fait ça simplifie beaucoup la gestion de l'avion. Alors c'est bien sûr un des avantages que la turbine apportera aussi, ça sera la fiabilité. Mais là on est encore à la phase de développement, donc ça va arriver bientôt. Et tout le travail est fait pour justement arriver à cette fiabilité qui permet, et puis regarde, tu vois, t'as plein d'éléments de sécurité dans l'avion. De cellules, t'as tout ce qu'il faut. Et tout va être redondant dans la turbine. Il y aura double pompe, il y aura un deuxième FADEC. Il y a plein d'éléments, tout qui vont apporter une double sécurité dans l'utilisation. Et ça, c'est. Tu veux dire, un peu comme sur les moteurs Tielert, où je pense au DA40 par exemple, qui a un FADEC. Tu auras un test EQB, EQA, EQB. Lui, il fait tous ses tests tout seul, lui, mais il fait tout, là. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y aura 2 lignes. Oui, c'est ça, 2 lignes différentes qui se testeront en parallèle et qui vont permettre, s'il y a une panne de l'une, d'être prise en charge par l'autre, ce qui amène énormément de fiabilité. Comme les doubles magnétos, quand même, sur un piston. Et ton RV4, alors, tu le vois bien avec une turbine ou pas? Ça serait un peu le rêve, mais avec un peu plus de chevaux.
J'aimerais bien, ouais. C'est vrai. Mais c'est l'avenir de Turbotech, ça, qui travaille déjà là sur des... Alors je sur pense qu'il y a des, plusieurs moteurs, avenirs possibles. Alors tu as les avions qui sont fabriqués de série, mais tu as aussi un gros marché qui est celui du rétrofit. Alors là, Turbotech a fait une turbine de 109 chevaux et 140 chevaux, et il travaille sur une 250 à 300 chevaux. Et ça sera une grosse opportunité pour tout rétrofiter tous les avions de club. Là, tu vois, on voit un Bonanza, on voit des Diamond, on voit Cessna, Piper. Tous ces avions-là pourront avoir une turbine un jour, cramer du Jet A1 ou du SAF ou les carburants qui seront à ce moment-là. Et puis, en fait, les cellules sont éprouvées déjà. Là, la grosse innovation, c'est qu'il y a un nouveau moteur qui est accessible pour l'aviation légère. Et ça arrive une fois tous les 50 ans, quoi. Ah, c'est sûr, oui. Mais ça apporte aussi, comme tu le disais, des réponses, par exemple, à l'arrêt de la 100 LL ou des choses comme ça. Enfin, c'est un moteur qui arrive au bon moment. En fait, il arrive au bon moment parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs challenges aujourd'hui dans l'aviation légère. Tu as le bruit, tu as le carburant, tu as la formation. Et ça répond un peu à toutes ces questions au bon moment. Tu vois, une école de pilotage qui aura ses élèves qui piloteront des turbines, ça sera plus facile après pour partir après sur de l'aviation d'affaires ou de Oui, tu as ligne. déjà l'expérience sur turbine, effectivement, qui est recherchée. Et toi, après, vous êtes une équipe à Gap, vous êtes plusieurs pilotes, mais vous avez eu des problèmes en cours de vol, par exemple, ou ne serait-ce qu'au sol, peut-être aussi On a eu des problèmes très mineurs, tu vois, un petit joint, petite fuite d'huile, joint à remplacer. On n'a eu aucun problème majeur. Et c'est ça un peu qui nous donne aussi confiance. C'est qu'on n'a pas rencontré de soucis majeurs, là, tu vois. Et, de pièces à remplacer. Alors il y a des petits trucs, tu vois, il y a des petits bugs électroniques. Tu vois, on remonte tout ça à Turbotech. Il y a du retour d'expérience, il y a un échange qui se fait avec eux. Et puis on leur suggère d'améliorer certaines choses, tu vois. Mais pour l'instant, elle est très bien née, tu vois, la turbine. Ils ont fait un gros travail au sol. Ce qui manquait, c'était la partie en vol. Tu vois, reproduire les facteurs de charge, reproduire les changements de température, de pression. Et puis surtout, tu vois, on fait un tour de piste, on met plein gaz, on fait du réduit. Et toi, oui, vous avez fait le tour du Mont Blanc aussi. C'est des vols extraordinaires, ça C'était plus un vol symbolique pour montrer qu'on avait confiance et que la turbine... je crois que les pilotes d'essai slovènes sont montés jusqu'au niveau 200. D'accord, oui. Déjà avec. Ouais, donc, du coup, on est monté au 170 et on espère leur montrer un peu de 250 bientôt. Ça grimpe bien? Ah, ça grimpe fort, hein. Ça grimpe très fort. Hier, j'ai ramené le VL3 et on avait quasi 2900 pieds minutes en montée. Ah oui, effectivement, c'est un beau vario. Ouais, un beau vario. Avec celui-là, on a un peu plus de 2000 pieds minutes en montée. Donc en fait, il y a quand même quelque chose d'intéressant là, c'est quand on décolle, tu prends ta VY, tu es très vite, en fait, ce qu'on appelle ton temps d'exposition au risque, ton TER, il est très réduit, il dure quelques secondes. Tu as très rapidement l'altitude suffisante pour faire demi-tour, revenir te poser. Si besoin, tu verras quand tu viendras à Gap, tu verras la montée. En fait, en bout de piste, s'il y avait une panne de moteur, on a largement le temps de gérer assez, rentrer. Donc finalement, ça amène encore plus de sécurité. Oui, tu gagnes encore en sécurité dans toutes les phases de vol, quoi. Mais ça sera rendez-vous à Gap. J'espère que cette visite et ce retour d'expérience vous auront plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et puis à vous abonner et à liker. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.